Entre juin 1940 et mars 1943, une frontière a séparé les Français dans leur propre pays. C'est la ligne de démarcation. Une ligne honteuse, longue de 1200 km, qui a fracturé la France en deux. Au nord, la zone occupée par les forces nazies. Au sud, la zone non occupée, ou zone libre, celle du régime de Vichy. Les Allemands allaient rester d'un côté, et de l'autre côté, ça allait être la zone libre. La zone libre. Mais le village coupé en deux, mais ce n'était pas possible. Comment allons-nous pouvoir vivre avec le village coupé en deux? Et après, c'était la fouille, c'était les arrestations. Quand on arrivait à la douane, on leur laissait un petit paquet. Bonjour, bon, passez, ça allait. C'est du pot, ils n'ont jamais eu l'idée de vider le camion, heureusement. Pendant presque 3 ans, la ligne de démarcation a commandé le quotidien des 40 millions de Français. Comment ont-ils vécu ce traumatisme sans précédent? Comment ont-ils aimé, échangé, circulé d'une zone à l'autre? Comment ont-ils travaillé quand tout est bloqué, bouleversé? Et cette frontière intérieure, comment l'ont-ils franchie quand leur vie était menacée? Et comment trouver un passeur? 15 ans et demi, je peux pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis j'ai une étoile quand je sors. Et le passeur, à bicyclette, nous a dépassés et nous a dit « Courez, courez vite, il y a une patrouille qui arrive. Courez vite et entrez dans la ferme que vous verrez à la lisière de la forêt. Courez !» Je lui ai dit, si tu entends du monde ou des gens qui parlent, tu t'écrases, tu dis rien. Il bougeait pas. Hein. Il n'avait pas intérêt. Revenir sur les traces de la ligne de démarcation, c'est se rappeler l'existence de cette frontière unique dans l'histoire de notre pays. C'est comprendre l'enjeu capital qu'elle a constitué pendant près de 3 ans. Et c'est lever le voile sur la tragédie qu'elle fut. Le théâtre des errements honteux de la collaboration, comme celui des actes les plus courageux, les plus nobles, les actes des héros. Après 6 semaines de combat, le 25 juin 1940, la France a perdu la guerre contre l'Allemagne nazie et vient de signer l'armistice. Il y a près de 60 000 morts, 2 millions de soldats prisonniers. La moitié nord du pays est ravagée. C'est la plus grande défaite de son histoire. Le chaos. Et tout le sud du pays est submergé de réfugiés qui ont fui l'invasion. 8 millions de Français jetés sur les routes, 1/5 de la population de l'époque. Il y a aussi des Belges, des Hollandais et des Luxembourgeois. Maintenant que les combats sont finis, tous veulent rentrer chez eux. À la radio, ils ont entendu que les Allemands ont l'intention d'installer une sorte de frontière au milieu de la France. Mais personne ne sait vraiment de quoi ils retournent. Cela n'empêche pas cet immense mouvement de population de débuter. L'exode à l'envers. Combien de temps faudra-t-il à ces hommes, ces femmes et ces enfants pour revenir chez eux? Et dans quel état retrouveront-ils leur foyer? Âgé de 13 ans, Claude Lecomte habite à Jarrotti, un petit hameau au sud-ouest de la Dordogne. La ferme de ses parents accueille des réfugiés épuisés qui entament leur remontée vers le nord. C'était la grande navette, les voitures qui se suivaient. On regardait d'où elles venaient à l'époque.
Alors, celui-là, il va de tel endroit à tel endroit, mais ça, ce défilé, c'était ininterrompu. Ça ne nous empêchait pas de vivre, quoi. On vivait avec ce qui était. Et puis, quand on venait pour manger, tout ça, souvent ici, là, il y avait le banc de table, il y avait toujours 7, 8, 10, 15 personnes qui étaient là en train de prendre une soupe, un truc, et puis hop, ils passaient, puis ils partaient, ainsi de suite. Et ça en était d'autres qui arrivaient. Une gamine de 11 ans, Monique Fermé, est aussi sur la route. Elle rentre chez elle avec ses parents dans la petite ville de Montrichard, située sur la rive nord du Cher. Le trajet se fait sans histoire. On nous laisse passer partout. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le moindre accrochage. Non, quand on est arrivé, par contre, on est arrivé à la frontière. La voilà, cette frontière. Cette ligne de démarcation installée par les Allemands et dont la radio parlait. On a expliqué aux douaniers qui étaient là que nous avions une maison dans Montrichard. Ils nous ont laissé passer. Quand nous sommes arrivés à la maison, il y avait 9 Allemands qui occupaient les lieux. Donc il a fallu parlementer beaucoup. Et là, ils nous ont cédé une chambre où ma mère, mon père et moi avons pu dormir. Ma mère a discuté avec le type de la commandanture. Et naturellement, il venait le flingue à la main pour faire bien et pour intimider. Comme Monique, un autre réfugié rencontre lui aussi la nouvelle frontière en remontant vers Rouen. Ce n'est pas sans émotion que nous traversons la fameuse ligne. C'est la première fois que nous voyons les uniformes verts. Un grand diable d'Allemand discute sur mes papiers. Il nous laisse enfin partir. On a eu chaud. Une jeune fille de 12 ans qui habite un petit village de la Vienne, à l'est de Poitiers, se souvient. Arriva au village un officier allemand qui décréta que le poste de garde serait ici, chez nous, et que nous avions 1 heure pour vider les pièces principales. Mes parents, affolés, essayaient de plaider leur cause. L'officier laissa tomber sèchement. Il vous reste 50 minutes. Encore assommés par la défaite, les Français découvrent cette ligne de démarcation qui commence à se mettre en place. C'est quelques jours plus tôt qu'elle a été officiellement instaurée. L'événement a eu lieu le 22 juin 1940, dans un wagon entreposé dans la clairière de Rotonde, au cœur de la forêt de Compiègne. Ce jour-là, le général français Charles Hunziger vient au nom du tout nouveau chef du gouvernement, le maréchal Pétain, recevoir des mains du vainqueur la convention d'armistice. En découvrant son article 2, l'officier français est stupéfait. Les Allemands ont décidé d'occuper une vaste zone, au nord d'une ligne qui démarre à la frontière suisse, passe par Dole, Moulins, le sud de Tours et se termine aux Pyrénées, soit les 2/3 du pays. C'est une atteinte intolérable à la souveraineté de la France. Mais il doit se résigner et signer. Malheur aux vaincus. La ligne de démarcation vient de naître et le général Hunziger ignore combien de temps son pays va devoir endurer une telle épreuve. Le maître du Troisième Reich exulte. Il a terrassé son ennemi héréditaire. Tout est allé si vite depuis le début de son offensive sur l'ouest de l'Europe. Après avoir choisi d'occuper la Belgique et les Pays-Bas, Hitler s'est interrogé. Quel sort réservé à la France? Faut-il l'annexer intégralement? Non, le pays est trop vaste. Surtout, il a besoin de toutes ses forces pour abattre l'Angleterre, sa priorité stratégique. Il décide de mettre la main sur une zone utile, le littoral atlantique et toute la partie nord. Et il autorise qu'un gouvernement français administre le sud avec une armée et une police réduites au strict minimum. Défaite, la France n'est plus bonne qu'à être humiliée. Et comme l'explique un des généraux nazis, cette ligne est un mort que nous avons mis dans la bouche d'un cheval. Si la France se cabre, nous serrerons la gourmette. Nous la détendrons dans la mesure où la France sera gentille.
On ne saurait mieux dire. Ce mort, les troupes allemandes continuent de l'installer le long de son tracé, défini par la Convention d'armistice. Le 27 juin, elle pénètre en Dordogne, dans le hameau de Jarrotti, chez Claude. J'ai vu arriver les troupes allemandes. Moi, j'étais au bout de cette parcelle où il y a la vigne, là, maintenant. Il y avait du seigle. Mais là, fin juin, le seigle, il était déjà monté à graines, tout ça. Alors, je m'étais camouflé là-dedans. Et j'ai vu passer les premiers véhicules. Alors, moi, j'étais pas trop confiant. Bon, je craignais rien. Enfin, je ne risquais rien, mais je craignais quand même. La colonne allemande dépasse le hameau de Jarrotti et s'arrête 2 kilomètres plus loin, dans la petite ville de Montpont, où elle installe la ligne de démarcation. Après la Dordogne, les troupes nazies poursuivent leur descente vers l'Espagne et atteignent le village de Soult de Navailles, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le jeune Georges Parnon, âgé de 12 ans, assiste à leur arrivée terrifié. J'avais été envoyé par mes parents faire une course au village. Et quand j'étais au village, j'entendais un ronflement quelque part, là, vers l'église. Je croyais voir que c'était terrible. Terrible voir arriver ces chevaux. C'était des SS. Sur leurs chevaux, là, droit, comme on dit aussi. Ça ne regardait nulle part. Ils avaient des costumes. On aurait cru qu'ils étaient faits sur mesure. Des bottes jusqu'aux genoux, qui brillaient. Et puis, descendu, j'entends encore ce claquement de talons quand ils saluaient le supérieur, là. Le salut hitlérien. C'était très émotionnant, je vous assure. Soult de Navailles est maintenant en zone occupée, avec la ligne de démarcation qui ceinture le village. Comme beaucoup d'autres fermes, celle des parents de Georges, située plus à l'est, est de l'autre côté, en zone libre. Le village occupé en deux, mais ce n'était pas possible. Comment allons-nous pouvoir vivre avec le village occupé en deux? Certains agriculteurs avaient leur exploitation en zone libre, ou en partie du moins. Comment allons-nous vivre comme ça? On n'imaginait pas, on ne savait pas. En à peine une semaine, les forces allemandes terminent l'installation matérielle de la ligne. Des guérites, des barrières, des poteaux peints de rouge, de noir et de blond, les couleurs du Troisième Reich, se dressent en lisière de forêt, au carrefour des routes. Ailleurs, ce sont des villages et des villes qui sont coupés en plein cœur. Et les Allemands agissent en maîtres de leur côté de la ligne. Et là, tout de suite, ils se sont mis à réquisitionner. Tout de suite, réquisitionner tous les locaux libres ou presque libres, parce qu'il fallait loger ses chevaux et les hommes. Réquisitionner des chambres chez les particuliers. Et autant que possible, dans les plus jolies maisons. Nous, on était zone frontière, donc on avait aussi un régiment. Et moi, j'ai encore dans l'oreille les défilés au pas de loi, avec leurs chansons très rythmées, et qui passaient là, dans les rues de Montrichard. À l'époque, forcément, ils venaient d'envahir la France, ils avaient Paris à leur merci. Ils étaient euphoriques comme tout. Cette nouvelle frontière traverse 13 départements. Quelques 5 millions de Français vivent le long de son tracé. Comment pourront-ils visiter leurs proches, se rendre au travail, à l'école ou à l'église désormais? Ils l'ignorent. Tout est si nouveau, si soudain.
L'occupant utilise aussi des éléments naturels pour fixer la nouvelle frontière intérieure. Cours d'eau, étangs et plateaux. Ailleurs, elle suit des ponts, des voies ferrées ou des axes routiers. Fin juin 1940, le drapeau à croix gammée flotte tout le long des 1200 km de la ligne de démarcation. Le maréchal Pétain est à Bordeaux. C'est là qu'il s'était réfugié avec le gouvernement pour échapper à l'avancée des troupes nazies. Maintenant que la ville est en zone occupée, il ne peut plus y rester. Mais où peut-il aller? Où peut-il installer le siège de son pouvoir en déroute? Le 29 juin 1940, le vieux chef et ses ministres passent la ligne de démarcation à Montpont et pénètrent en zone libre. Direction Clermont-Ferrand. Le gouvernement veut s'y installer, mais la ville n'est pas adaptée. Le lendemain, le cortège repart et finit par choisir Vichy. Le nom de Vichy demeurera lié à l'histoire du relèvement français. Nous allons visiter cette ville d'eau promue par les malheurs des temps au rang de capitale. Mais Vichy est toujours Vichy. L'eau coule toujours de ses nombreuses sources pour la même clientèle de malades. Ville de la reconstruction des corps et du bien-être, donc. La cité thermale offre aussi suffisamment d'hôtels pour accueillir ministères et administrations. En quelques jours, des bureaux et des salles de réunion envahissent le moindre espace disponible. Henri Dumoulin de la Barthette, directeur de cabinet du maréchal, raconte: Ce qui me frappe au cours de ces premières journées de Vichy, c'est un curieux mélange d'optimisme et de désordre. Il fait bon, il fait chaud, tout le monde est dans la rue. Quant au monde officiel, il campe où il peut, comme il peut. Les portes de communication se dissimulent dans les penderies. Les armoires servent de classeurs. Les tables de chevet de coffre-fort. L'hôtel du Parc marque le centre de cette cité nouvelle. C'est là, au 124, que le maréchal travaille. Pour cet homme de 84 ans, si la France est vaincue, c'est de la faute de la République, responsable de son déclin et de sa décadence. Seule une révolution nationale remettra le pays en état de marche. Il va l'imposer avec l'aide de Pierre Laval, qui incarnera bientôt la politique de collaboration avec le régime nazi. Grâce à lui, il institue l'État français, un nouveau régime autoritaire, réactionnaire et xénophobe, avec lequel il entend refonder la France. La ligne de démarcation ne doit pas constituer un obstacle à son ambition. Mais comment réformer la zone libre quand des millions de réfugiés circulent encore sur les routes? Il faut donc accélérer les retours. Avec l'accord des Allemands, Vichy définit des points de transit pour franchir la ligne en fonction de l'origine géographique des déplacés. Ceux qui rentrent en Bretagne doivent passer par le Poitou à l'ouest. Les Parisiens traverser au centre. Et pour revenir en Champagne, c'est la Saône qu'il faut franchir, à l'est. Des centres de ravitaillement, des gîtes d'étape sont mis en place. Tous les moyens de transport possibles sont réquisitionnés. Fin août 1940, 1,6 million de réfugiés ont pu franchir la ligne et rentrer chez eux. 2 mois plus tard, ils sont près de 6 millions. Mais la presse, aux ordres du nouveau régime, ne dit rien de tout ce qui ne passe pas, stoppé par les soldats allemands. Les nazis utilisent la ligne pour interdire à des centaines de milliers de réfugiés de revenir en zone occupée. C'est le cas des Alsaciens et des Lorrains, nés après 1918, donc de nationalité française, des soldats des troupes coloniales et des tziganes, et des juifs, français et étrangers. Tous sont
indésirables aux yeux du Reich. Si la plupart finissent par rentrer chez eux clandestinement, beaucoup d'Alsaciens se fixent dans la région de Clermont-Ferrand. Les Juifs étrangers, eux, sont en général internés dans les camps de Vichy. Quant aux soldats coloniaux, ils sont démobilisés et refont leur vie là où ils peuvent. Les Allemands ne s'arrêtent pas là. Ils démantèlent aussi cette zone occupée pour mieux la contrôler. L'Alsace-Lorraine est annexée au Reich, comme avant 1914. Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à la Belgique. Et une nouvelle zone, la zone réservée, est créée sur une dizaine de départements de l'Est pour y installer des populations germaniques. Devant ces violations de la convention d'armistice, le maréchal Pétain s'insurge. Henri Dumoulin de la Barthette raconte. Je me souviens de son émotion. « Jamais je n'y consentirai », s'écria-t-il. « C'est une annexion déguisée. Convoquez-moi d'urgence le Conseil des ministres. » La réaction de Pétain est sans effet. Le fameux article 2 de la Convention d'armistice, celui qui définit le tracé de la ligne, est un marché de dupes. Les Allemands sont les seuls maîtres d'un jeu dont ils modifient les règles en fonction de leurs intérêts. S'il reconnaît cette réalité, le vieux maréchal perd toute légitimité. Alors il se tait. Et il demande à sa propagande de raconter une autre histoire. Paris. Un train de réfugiés qui n'avaient pu encore regagner la capitale entre en gare. Aidés par les soldats allemands de service en gare, ils débarquent sur les quais. Image ô combien mensongère de ces soldats allemands soi-disant aimables et aidants. Comme si tous les réfugiés étaient autorisés à passer la ligne pour rentrer chez eux. Les organisations allemandes de secours sont occupées partout dans les régions occupées à soulager la misère des fugitifs rentrant dans leur foyer. Distribution de nourriture à Montmartre. Le soldat allemand est décidément un homme idéal. Cette affiche, placardée dès juillet 40 en zone occupée, en est la preuve. À Vichy comme à Berlin, on veut faire croire qu'il n'existe pas de frontière intérieure en France. Tout simplement. Maintenant que les réfugiés ont retrouvé leur foyer, en tout cas ceux qui en ont eu le droit, la ligne de démarcation se referme à la fin de l'été 40. Les premières autorisations apparaissent pour la franchir. Âgé de 15 ans, Jean Chauvin habite Tours, en zone occupée. Le 7 août, il se rend en zone libre avec son père et sa mère. C'est la première fois que la famille franchit la ligne. Chroniqueur assidu depuis le début de la guerre, l'adolescent se raconte en texte et en dessin. Il faut changer de zone. Ce n'est pas marrant avec ces rosses-là. Papa et maman obtiennent avec difficulté un laissez-passer pour 5 jours. Et moi, ceinture. Elle est un peu raide. On risque le coup. Le passage est très sérieusement gardé, c'est moche. Par une super veine, on passe à 3, avec un laissez-passer pour 2. Jean et ses parents repasseront la ligne sans encombre pour rentrer à Tours. Les Allemands sont encore souples, mais cela ne durera pas. Très vite, ils mettent en place des procédures strictes pour mieux contrôler les déplacements des Français. La ligne doit fonctionner comme une véritable frontière. Alors nous avons appris, le bouche à oreille comme ça, qu'on allait pouvoir aller chercher des laissez-passer chez Rory, un restaurant, chez qui ils avaient installé leur commandanture. Effectivement, on obtenait avec notre carte d'identité, on filait les Ausweis, sans difficulté. C'est l'Ausweis appelé Petite Frontière que Georges obtient. Il est réservé aux frontaliers, c'est-à-dire à tous ceux qui habitent dans un rayon de 10 km autour de la ligne. Il se délivre facilement et doit être renouvelé régulièrement. Au début, je vous dis, regardez nos laissez-passer, regardez notre figure, voir si ça correspondait. Il foutait un coup au tampon, au passage.
un temps, après ils avaient arrêté de foutre ces coups de tampon aussi. Mais parfois, cet Ausweis ne permet pas aux frontaliers de traverser la ligne. C'est le cas à Jarrotti, en Dordogne, chez Claude, en zone libre. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont coupé les routes et il n'y avait plus moyen d'aller à l'école. Mais il y avait encore tous les jeunes qui étaient du secteur et qui étaient dans l'impossibilité de continuer leur scolarité. Alors c'est pour ça que les instances départementales, préfectures, ils ont décidé de faire des écoles là où c'était possible. Dans cette maison, il y avait une trentaine d'élèves répartis, je pense, quelquefois dans 2 salles, dont mon frère plus jeune et ma sœur plus jeune. Alors voilà où était le mât sur lequel flottait le drapeau français toute la journée, les couleurs étaient envoyées le matin et redescendues le soir par les enfants des écoles, tous les jours. Ils se mettaient à 2, un qui attachait le drapeau au câble et l'autre qui le soutenait pour qu'il ne traîne pas dans la boue. Parce que le drapeau français, il ne fallait pas qu'il traîne dans la boue. Et voilà, et le drapeau était hissé. Les Français qui n'habitent pas à proximité de la ligne doivent présenter un autre laissez-passer. Le laissez-passer Grande Frontière, beaucoup plus difficile à obtenir. Un industriel vendéen dirige une importante mine de charbon en zone occupée. Il est aussi propriétaire d'une exploitation agricole dans la Vienne, située de part et d'autre de la ligne. Il a besoin de cet Ausweis Grande Frontière pour aller sur la partie de ses terres située en zone libre. Le 21 octobre 1940, il écrit au préfet de la Vienne. Monsieur le préfet, la préfecture de La Roche-sur-Yon m'ayant dit que j'avais droit au laissez-passer en me présentant à la commandanture locale, je me suis présenté à la commandanture de Fleuret, qui m'a renvoyé à celle de Vernon. Celle-ci m'a renvoyé à Fleuret. Enfin, celle de Fleuret m'a renvoyé à la gendarmerie de la ligne de démarcation de Fleuret, laquelle m'a renvoyé à la commandanture de Poitiers. Avec cette ligne de démarcation, les Français affrontent d'innombrables réglementations qui s'additionnent, s'enchevêtrent, se contredisent parfois. L'arbitraire est devenu la loi et l'interdiction la règle. Pour assister à un enterrement ou fêter un mariage de l'autre côté de la ligne, il faut bien sûr un Ausweis. Mais comment être certain de l'obtenir? La délivrance du précieux sésame dépend du bon vouloir de la commandanture locale. Les refus ne sont pas rares. La ligne perturbe donc les grands moments de la vie, mais aussi les plus simples. Dès juillet 40, toute relation postale, téléphonique ou télégraphique est proscrite d'une zone à l'autre. Plus rien ne passe. Le jeune Jean Chauvin écrit « On n'est pas plus amis avec les Fritz, on les trouve toujours aussi embêtants. Pas moyen de correspondre avec la zone libre. Ça tombe mal. » André Goupille est vétérinaire à la Haie des Cartes, une bourgade d'Indre-et-Loire située au bord de la ligne côté zone occupée. Circulant d'une ferme à l'autre grâce à son Ausweis Petite Frontière, il subit des règles de passage de plus en plus sévères. Il raconte. Défense de passer avec plus de 20 francs. Défense de passer des marchandises sans autorisation préalable. Défense de passer des lettres. Les Allemands cherchent à isoler le plus possible l'une de l'autre les deux parties de la France. Les Français se voient tout de même autorisés à s'envoyer d'étonnantes cartes postales interzones, pré-remplies. Mais comment déclarer son amour, confier ses peines ou afficher ses joies en cochant une simple case, en complétant une mention utile? À une époque où le téléphone est rare, donner et recevoir des nouvelles d'une zone à l'autre devient une véritable obsession. Pas de correspondance de l'un côté à l'autre, ça a été un problème. Mais on recevait ici des lettres qui venaient d'amis ou d'autres qui, sachant que nous étions en bordure de notre but, ils envoyaient une correspondance en nous demandant si on pouvait la passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'était pareil, c'était partout pareil. Et finalement, tout le monde a passé des lettres, quelque peu. Au milieu, quelques-uns se sont fait penser.
La correspondance, les lettres, c'était très réprimé. Quand on était pris à transporter des lettres, les peines étaient très lourdes. Mon père avait une voiture à cheval, Jean Rebetaillère, vous savez, à ras de terre, là, mais il avait foutu un tiroir dessous, et il fallait dételer le jument, et lever les brancards pour avoir accès à cette boîte. Je vous dis, cette boîte, on en a passé des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas. André Goupille, le vétérinaire d'Indre-et-Loire, passe lui aussi des lettres d'une zone à l'autre. Une jeune institutrice d'Alençon, très amoureuse, lui écrit « Votre adresse m'a été communiquée par un ami de ma famille qui m'a certifié que vous ne refuseriez pas de me faire parvenir, quelquefois, des lettres en zone libre. Je m'excuse de l'audace de ma démarche, mais depuis 1 an, je suis séparée et presque sans nouvelles de mon fiancé. Lui-même ne reçoit presque rien de moi, puisque seules les cartes interzones sont notre moyen de correspondance. » Fracturant la France en deux, la ligne bloque aussi toute circulation d'argent ou de marchandises d'une zone à l'autre. C'est toute l'économie française, épuisée par les destructions des combats de juin 40, qui menace de s'effondrer. Au siège de la société Michelin, à Clermont-Ferrand, en zone libre, Robert Puiseux, le gérant, est très inquiet. S'il a encore assez de caoutchouc, il manque de coton pour fabriquer l'enveloppe des pneus. Dans son journal, il écrit « Nous allions devoir nous arrêter à Clermont, parce que nos filatures de coton sont de l'autre côté de la ligne de démarcation. Il faut voir les choses en face. Cela peut être le chômage. 10 000 ouvriers sans nourriture, peut-être les machines inutiles transférées outre-Rhin. Peut-être l'usine réquisitionnée. » Berlin lui propose un marché. Il recevra le coton dont il a besoin contre la livraison de caoutchouc brut, un produit désormais stratégique pour la Wehrmacht avec la guerre qui se prolonge. Puiseux refuse. Pas question de servir les nazis. Il décide alors de se tourner vers sa filiale italienne. Pour cela, il a besoin de l'autorisation du gouvernement. Le 20 septembre 1940, il part pour Vichy rencontrer Pierre Laval. Laval ne m'a vu qu'une fois, mais il m'accueille comme une vieille connaissance. Avec son teint terreux, son aspect terne, sa lippe de marchand levantin, il ne paye vraiment pas de mine, malgré sa légendaire cravate blanche. Laval valide l'idée de Puiseux. Cela permet de limiter pour un temps l'omniprésence des Allemands. À l'abri derrière la ligne de démarcation, les usines de Clermont-Ferrand relancent leur production grâce au coton italien. Michelin est sauvé. Pour le moment. Malgré ce succès passager d'une entreprise comme Michelin, à Vichy, on connaît parfaitement la gravité de la situation. Tous les jours, des rapports alarmants remontent dans les ministères. En août 1940, le maire d'un village de Saône-et-Loire, à côté de la ligne, écrit « Depuis lundi, il est rigoureusement interdit de franchir la ligne. Les habitants doivent se rendre à 5 km pour se fournir en viande et en pain. Cette obligation leur cause de longues pertes de temps qui sont désastreuses en cette période de moisson. » René Belin, nouveau ministre du Travail du maréchal Pétain, dresse ce constat accablant. La barrière qui coupe la France en deux parties conduit promptement et irrémédiablement à l'asphyxie de toute notre vie industrielle et commerciale. La ligne de démarcation se présente comme une frontière économique, hermétiquement fermée, et la zone occupée devient un pays annexé, exploité par le vainqueur. Vichy n'a pas le choix et impose dès septembre 40 un rationnement sur tous les produits de consommation courante de part et d'autre de la ligne. Essence, farine, viande, beurre, sucre ou textile.
sont aussi concernés le savon, le café, le charbon et le pain. Tout est surveillé, contrôlé, limité. Ce qui a manqué le plus tout le temps, c'est le pain. Ça, le pain, on avait notre ration de pain tous les matins. Et quelquefois, au petit déjeuner, on l'entamait très fort. Mais le reste de la journée, il fallait s'en passer. Mais comme le reste n'était pas très copieux et pas très... j'ai eu faim quelquefois, quand même. Ici, à Montréchard, on n'avait pas faim. Parce que, d'abord, nous étions dans l'alimentation, ça facilitait quand même les choses. Et puis, on pouvait élever des lapins, des poules, et c'est ce que nous faisions. Et puis, il y avait les fermes que nous connaissions à côté. On pouvait avoir du beurre, on pouvait avoir des choses. À la campagne, on n'a pas eu faim. À Paris, c'est autre chose. Dans les villes, c'est autre chose. Les Allemands n'ont que faire des privations des Français. Le tracé de la ligne qu'ils ont imposée leur permet de mettre la main sur des richesses essentielles pour nourrir leurs machines de guerre. En zone occupée, ils pillent la quasi-totalité des productions de coke, de houille, d'énergie électrique et des usines sidérurgiques de France. Le long du littoral atlantique, le port de Bordeaux et l'estuaire de la Gironde, avec son industrie pétrolière et ses riches plaines viticoles, sont aussi pour eux. Stocks de matériel, vêtements ou denrées alimentaires en tout genre peuvent partir sans cesse vers le Reich. Von Rouen geht ein Lebensmitteltransport unserer Wehrmacht in die Heimat ab. Durch die freiwilligen Spenden der einzelnen Männer kamen über 50.000 Kilo Essäpfel, 10.000 Kilo Erbsen, ebenso viel Bohnen und vieles andere zusammen. In langen Kolonnen ging es über die Reichsautobahn nach Berlin. Le régime de Vichy ne dit évidemment rien de la mise à sac de la zone occupée par les nazis. La propagande préfère mettre en scène les vertus nutritives supposées d'un produit dont 80% de la production se situe justement au sud de la ligne. Le vin bu en quantité normale au cours des repas d'une semaine représente en valeur nutritive les repas d'un jour entier. Ces vitamines sont analogues à celles qu'on trouve dans les céréales et dans de nombreux légumes. Le vin contient également les matières minérales nécessaires au corps humain. À ce titre, la valeur nutritive du vin peut rivaliser avec celle de plusieurs aliments actuellement rationnés ou introuvables. Hier, élément de prestige, aujourd'hui réserve vitale, les vignobles français sont devenus un élément de notre vie quotidienne, l'une des ressources providentielles de la France. Malgré l'excellence de la démonstration, ce n'est certainement pas avec du vin que 40 millions de Français vont pouvoir se nourrir. Le maréchal Pétain doit assouplir le fonctionnement de la ligne de démarcation s'il veut espérer relancer l'économie. Il n'y a pas d'autre solution. Le 15 juillet 1940, il envoie un de ses plus fidèles généraux négocier avec les Allemands. Le général Charles Hunziger, celui qui avait représenté la France à Rotonde. L'officier se rend dans la ville de Wiesbaden, où siège la commission chargée de l'application de l'armistice. Général Hunziger, der Führer der französischen Abordnung. Sa mission, selon ses propres mots, obtenir l'adoucissement de la division du pays en deux. Général der Infanterie von Stülpnagel. C'est à cet homme que le responsable français vient demander l'ouverture de portes économiques sur la ligne pour améliorer le ravitaillement de la zone libre. Ich erkläre hiermit die Sitzung der Waffenstillstandskommission für eröffnet. Mais les Allemands ne sont pas du tout intéressés et renvoient le général Hunziger à Vichy dans un avion de la Luftwaffe. L'officier français est amer. Sa mission est un échec complet. La température de Wiesbaden est nettement désagréable. Les Allemands ne répondent à rien, notamment à notre demande de suppression de la cloison étanche entre territoires occupés et non occupés. On a l'impression d'un climat orageux sans que l'on sache ce que veut l'Allemagne.
Hunziker et Pétain refusent de voir que les Allemands n'ont que faire du sort des Français. Ils ne comprennent pas que cette ligne de démarcation voulue par Hitler renvoie aussi à une vision pan-germaniste de l'Allemagne, très présente dans les milieux nazis. Les deux dirigeants français n'ont sans doute pas lu un livre paru en 1913, Frankreichs Ende, La fin de la France, traduit par Le partage de la France. Ils auraient alors découvert ces mots ahurissants. Un jour va venir où nous, Allemands, nous vous rayerons complètement de la carte de l'Europe. Plus de France, plus de Français. Selon ce livre, la France est l'ennemi héréditaire. Sa décomposition permettra à l'Allemagne d'exercer son hégémonie sur toute l'Europe. Une doctrine que le maître du Troisième Reich a commencé à appliquer dans la clairière de Rotonde. Il veut poursuivre son œuvre en refusant toute négociation sur l'avenir de la ligne. Retour en Dordogne, chez Claude. Ici, comme ailleurs, on doit vivre maintenant avec cette frontière qui n'est pas près de disparaître. Et on commence à s'y adapter. Le voilà, le chemin de la liberté. Voilà, il rentre dans le bois, là, ici, et il débouche sur le chemin qu'on aperçoit là-bas en bas. La ligne de démarcation, bon, elle était matérialisée par le ruisseau Cusselat qui passait là-bas en bas. Maintenant, il est couvert, on ne le voit plus, mais... Ce chemin, Claude et son frère l'empruntent régulièrement pour aller à Montpont, en zone occupée, et revenir sans passer par les postes de contrôle. Pourquoi agissent-ils ainsi alors qu'ils ont chacun un Ausweis petite frontière? Comme partout le long de son tracé, la ligne est régulièrement fermée par l'occupant. Et les frontaliers, ceux qui habitent à proximité, doivent bien continuer à travailler, à échanger, à vendre. Alors ils franchissent la ligne clandestinement. Ligne ou pas ligne, tous les jours, on a traversé la ligne pour aller livrer le lait. On produisait du lait et on faisait la tournée chez les particuliers, 1 litre, 1,5 litre, 2 litres de lait, quoi. Enfin, on distribuait le lait aux clients à Montpont. Alors pendant une époque, c'était mon frère Jean qui allait avec charrette derrière son vélo et puis il traversait, il allait à Montpont. Tout le monde était au courant des risques qui étaient encourus. D'ailleurs, l'armée allemande ne se privait pas d'avertir. Il y avait des verboten tout le long de la ligne, des phases de traversée, danger de mort. Et ça, les risques encourus étaient permanents. Et on vivait avec. Hein. Le chemin de la liberté n'est pas seulement emprunté par Claude et son frère pour vendre du lait, mais aussi par ceux qui, dans ce coin de Dordogne, ont besoin d'échapper aux Allemands et de rejoindre la zone libre. Quand ils arrivaient là, en haut, qu'ils voyaient le drapeau français, ils savaient qu'ils avaient réussi leur traversée. Et ils étaient tellement heureux, vous savez, l'émotion aussi pour eux, ils avaient... Ceux qui avaient réussi à traverser, souvent, c'était une grande victoire pour eux, parce que quelquefois, il y en a qui ont essayé plusieurs fois, il y en a qui ont fini par échouer, il y en a qui ont réussi. Et ils n'hésitaient pas, vous savez, à embrasser le poteau. Mon père m'a dit, moi, je les ai vus se mettre à genoux. En Dordogne, et tout le long de la ligne, c'est donc le temps des passeurs qui débute. Si quelques-uns agissent par appât du gain, au pire même, trahissent ce qu'ils aident en les faisant arrêter, la plupart s'engagent au nom de la liberté, pour s'opposer au régime de Vichy, et par haine des nazis. En Côte d'Or, à Dijon, en zone occupée, à 50 km de la ligne, Blanche Grenier-Godard, âgée de 40 ans, décide d'agir dès la fin juin 40. Infirmière militaire, elle se rend régulièrement à la base aérienne de Longvik, située au sud de la ville. C'est là que l'occupant retient les prisonniers de guerre français avant leur départ pour les Stalags, en Allemagne.
Blanche leur vient en aide avec le soutien de ses 2 fils, âgés de 15 et 11 ans. Il fallait leur donner du pain. Donc ma mère avait pris des contacts avec des boulangers de Dijon pour remorquer une charrette de pain qu'on livrait directement sur le terrain des prisonniers. Et de ce fait, il y en a d'autres qui ont dit « Tiens, mais dis donc, moi je voudrais bien partir. Ah ben attends, je vais t'aider. » Et voilà. Comment le départ des évasions de prisonniers de guerre se sont effectués. Blanche fait transférer ses prisonniers à l'hôpital général de Dijon. Une fois installés, ils doivent quitter l'aile militaire du bâtiment et gagner la chapelle, où ils changent de vêtements. Puis ils pénètrent dans la partie civile de l'hôpital. Ils sortent alors du bâtiment sans être contrôlés. Ils sont libres, mais pas hors de danger. Les Allemands occupent la ville. Ils ont ensuite rendez-vous au 43 de la rue Saumaise, chez Blanche. C'est là que le rôle de Jean, son fils de 11 ans, commence. À la demande de sa mère, le jeune garçon a quitté l'école et c'est à plein temps qu'il s'investit dans le réseau. Ma mère me disait « Bon, ben, toi, tu les emmènes à Périgny, directement à l'entrepôt. » Et les gars, bon, je sortais, j'ai dit « Bon, ben, tu me suis ?» Et puis ils me suivaient, moi je partais devant 10 mètres, et eux, à 3 ou 4, ils étaient un peu disséminés, puis ils me suivaient de loin. Ma mère leur disait, attention, si jamais les flics vous arrêtent, le gamin il n'y est pour rien, il ne vous connaît pas. Hein. Alors dites pas que c'est lui qui vous guide, parce que ça ne sert à rien. Vous êtes un évadé, ben, faut assumer. Je passais dans les petites rues pour être tranquille, donc je n'étais pas en plein centre de circulation. Jean traverse ainsi Dijon avec son groupe de prisonniers, en esquivant la police française et les troupes allemandes. Ensemble, ils parcourent une douzaine de kilomètres en direction du sud et arrivent à la gare de triage du village de Périgny. Et arrivé à un moment donné, bon, ben, j'avais le contact qui se faisait à Périgny, et puis bon, ben, je l'ai laissé. Puis à ce moment-là, c'était le cheminot qui s'en débrouillait. Et là, il les mettait dans des trains, dans des wagons, et il passait la douane. Des centaines d'hommes vont ainsi franchir secrètement la ligne de démarcation, cachés dans des trains de marchandises. Au même moment, à la haie des Cartes dans la Vienne, le vétérinaire André Goupille, alias Armand Gouron, comme l'indique sa fausse carte d'identité, s'engage lui aussi dès l'été 40. Avec l'aide de sa femme, de ses 4 enfants et de l'employé de maison, il met sur pied un des plus importants réseaux d'Indre-et-Loire. La famille Goupille fait passer des soldats évadés, des aviateurs abattus ou des familles entières en fuite. Parfois, les candidats sont plutôt inattendus. Comme ce jeune homme qui veut, lui, aller de la zone libre à la zone occupée. Et dans sa lettre, il pose des questions bien surprenantes. Monsieur, est-il possible de passer à pied avec quelques colis? De passer la nuit, par exemple en vélo et remorque? Une fois en zone occupée, risquerais-je d'être interpellé pour vérification de pièces d'identité? Y a-t-il un service de car ou de chemin de fer, peu après la limite, susceptible de m'emmener vers Angers? J'aurais l'intention de franchir la ligne le 6 ou le 7 avril. Serait-ce possible? À une 60aine de kilomètres à l'est, les parents de Monique, à Montrichard, en zone occupée, décident aussi d'aider tous ceux qui ont besoin de franchir la ligne. Grossistes en alimentation, ils ravitaillent les villages des alentours dans les 2 zones, grâce à leur Ausweis petite frontière. Ils circulent donc facilement et sont peu contrôlés. Il y a eu un afflux de gens. D'abord, il y avait les prisonniers évadés. Et il y avait les militaires qui voulaient rejoindre Londres. Et tout ça affluait vers la vallée du Cher. C'était tout le temps. Tout le temps, on était sollicités. Mais ça s'est fait presque naturellement. Ils arrivaient et il fallait faire quelque chose.
On recevait à l'époque des aliments ou des trucs dans des grandes caisses en bois. Alors on mettait la caisse en bois dans le fond du camion, le gars passait dedans et on chargeait le camion devant. Et puis quand on arrivait à la douane, on leur laissait un petit paquet. Bonjour, ah, ya, bon, passez, ça allait. C'est du pot, ils n'ont jamais eu l'idée de vider le camion, heureusement. Il y a eu des prisonniers qui avaient du cran. À ce moment-là, on les habillait en livreurs. On les mettait au volant. Et quand ils arrivaient à la douane, ils descendaient, un paquet pour les douaniers, bon, ça passait. Et on a eu beaucoup de chance. Ces réseaux locaux de passeurs, comme celui des parents de Monique, de la famille Goupil ou de la mère de Jean, sont rapidement reliés les uns aux autres pour former des filières actives à travers tout le pays. Pour les anéantir, les Allemands renforcent partout la surveillance le long de la ligne. À partir de février 1941, ils déploient leurs redoutables unités de douaniers avec l'ordre de tirer à vue. Et toute personne qui aide un fugitif à franchir la ligne de démarcation devient passible de la peine de mort. À Dijon, cette répression féroce des Allemands n'empêche pas René, 15 ans, le frère aîné de Jean, de prendre chaque jour davantage de risques. Sa mission au sein du réseau, amener en train tous ceux qui veulent franchir la ligne à plus de 50 km au sud de Dijon, avec le risque à chaque instant de se faire contrôler et arrêter. Bien souvent, ma mère lui disait « allez, stop », mais c'est lui qui y allait. Et puis, favoriser l'évasion et tout, pour contredire les Allemands, je pense qu'il était tout prêt à faire le double, même le triple, si nécessaire. L'objectif est de rejoindre la Saône. La rivière est alors sur la ligne de démarcation. C'est là, aux alentours du pont de Navilly, que l'adolescent de 15 ans fait passer en zone libre, chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants, à la barbe des patrouilles allemandes. Après la guerre, Blanche, sa mère, écrira à son sujet « Pendant 25 mois, malgré son jeune âge, de jour comme de nuit, il était sur les routes, harassé, sans jamais se plaindre, à mener sa tâche sous sa propre initiative, sa propre directive, et sans jamais aucune rétribution. Il avait vraiment le feu sacré. » Je pense que l'histoire du héros, c'est bon dans les catalogues, dans les trucs comme ça, mais non, on ne pense pas du tout à ça. Non, c'était un enchaînement qui se faisait, qui était naturel. On le faisait parce que c'était le moment, il fallait le faire. C'est tout. Jean est trop modeste. Sa mère, Blanche, a pu s'appuyer sur le courage exceptionnel de ses deux fils pour développer le réseau. Surtout, elle a appliqué une méthode insolite et très efficace. Recruter les hommes qui ont franchi la ligne grâce à elle, afin qu'ils allongent à leur tour la chaîne des passeurs. Plus de 200 correspondants disséminés dans les deux zones serviront sous ses ordres. En plus des armes, des faux papiers et des renseignements militaires, on estime que ce sont près de 8000 personnes qui ont pu rejoindre la zone libre grâce au réseau Grenier-Godard. On ne les a jamais comptés. Parce qu'ils arrivaient, on les prenait et ils dégageaient. On ne savait plus combien il y en avait. Je n'ai pas à ne pas en être fier, hein, j'ai assumé. Puis, de toute façon, avec le caractère de ma mère, je n'avais pas le choix. J'aurais pleuré, j'aurais eu une fessée. Donc, je faisais ce qu'elle me disait. Et je le disais et je le faisais de bon cœur, naturellement. Il n'y avait pas de problème. Je savais que ça servait à quelque chose, quand même. Cela fait presque un an maintenant que la ligne de démarcation divise la France.
Elle est plus impopulaire que jamais. Elle paralyse toujours les activités du pays et elle est devenue extrêmement dangereuse pour ceux qui essaient de la franchir clandestinement. Alors l'amiral Darlan, le nouvel homme fort du régime de Vichy, s'est fixé un objectif. Tout faire pour obtenir son assouplissement. Ce sera le meilleur moyen de convaincre les Français de le suivre sur le chemin d'une collaboration qu'il veut plus forte, plus intense. Il ne s'en cache pas, il mise sur la victoire finale des nazis. Ou nous favorisons les Anglais, et c'est notre anéantissement total, ou nous restons neutres, et nous sommes presque autant aplatis, ou nous favorisons l'Allemagne, et c'est notre seule chance de salut. Le 6 mai 1941, l'occasion que Darlan attendait se présente enfin. Les Allemands ont besoin de lui. À Paris, Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich en France, lui annonce qu'Hitler compte utiliser les aéroports français de Syrie. En contrepartie, il promet que les courriers et les marchandises françaises pourront passer plus largement d'une zone à l'autre. Darlan accepte aussitôt le marchandage et rend publique l'information. Une façon de mettre en scène sa réussite. Lui seul est capable d'améliorer le quotidien des Français. Il peut maintenant pousser son avantage et ouvrir un nouveau cycle de négociations avec la ligne comme monnaie d'échange. Voilà ce qu'il propose. Son assouplissement, voire même sa suppression, contre un alignement complet de Vichy sur l'Allemagne nazie. J'ai conscience d'avoir fait plus que quiconque en faveur de la politique de collaboration. Je ferai plus encore à l'avenir, car lorsque je me suis engagé dans une voie, je n'ai pas l'habitude d'en changer. De retour à Vichy, l'amiral Darlan reçoit le soutien total du maréchal Pétain. Et pour obtenir l'assouplissement de la ligne, les deux hommes acceptent de mettre leur police au service de la persécution des Juifs menée par les Allemands en zone occupée. En agissant ainsi, les dirigeants français ne mesurent pas les conséquences concrètes que leur décision va avoir sur la ligne, sur sa nature même. Ils vont bientôt ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de cette frontière intérieure. Le chapitre le plus douloureux, le plus tragique. Dans le 20e arrondissement de la capitale, à Belleville, Lucienne Mandelbaum, une jeune fille de 15 ans et demi, ignore tout des décisions de Vichy. Aujourd'hui, 14 mai 1941, son frère aîné, Jacques, doit se rendre dans un commissariat de police accompagné de sa mère. Motif invoqué, Jacques est polonais et juif. J'étais en classe. Mais quand je suis rentrée à la maison à l'heure du déjeuner, mon frère et ma mère n'étaient pas là. Ils ont reçu une convocation, comme quoi ils devaient se rendre, et je me souviens, il devait y avoir une caserne vers la porte des Lilas, et ils avaient été convoqués là-bas. Et en arrivant, ma mère a vu les gens et tout, elle, ne rentre pas, viens, rentre à la maison avec moi. Mais maman, ça va durer un quart d'heure, on va me poser des questions, je vais répondre, et puis c'est tout. Elle lui dit, viens avec moi. Il ne l'a pas écouté. Et il a été donc ramassé ce 14 mai 41. Jacques, le frère de Lucienne, fait partie des 3747 victimes de cette première rafle parisienne, appelée rafle du billet vert, en raison de la couleur verte de la convocation. C'est la première fois que des hommes juifs étrangers sont arrêtés en si grand nombre par la police française en zone occupée. Beaucoup sont internés dans le camp de Pithiviers, dans le Loiret, d'où Jacques parviendra à s'échapper. Cette première rafle constitue un véritable choc. Si Lucienne reste à Paris, d'autres familles juives commencent à fuir la capitale. Direction la ligne de démarcation, pour gagner la zone libre, encore à l'abri des rafles. Ces familles visent le Cher, aux environs de Montrichard. C'est là que la ligne est la plus proche de la capitale. Alors, il y avait des Juifs qui arrivaient en costume, etc. Et on les repérait et on les camouflait. Et les gens de Montrichard, qui étaient anti-allemands, guettaient.
aussi aux descentes de cars, aux descentes de train, les gens qui pouvaient être repérés. Et ils se débrouillaient pour les camoufler, pour leur faire changer de costume, pour les rhabiller si besoin était. On a caché, nous, beaucoup de Juifs dans une chambre là-haut. Et on leur montrait le chemin dans la cour qui donne sur les dessus. En cas de contrôle, vous filez par là. Et on n'a jamais eu d'ennui de ce genre. Pendant ce temps, à Nantes, un événement précipite d'autres familles juives vers la ligne de démarcation. L'exécution le 20 octobre 1941 du commandant allemand de la ville par la résistance. Une nouvelle occasion pour la propagande vichiste de mettre en scène la politique de collaboration. Les obsèques du lieutenant-colonel Hotz sont célébrés aujourd'hui à Nantes en présence d'une foule émue qui, par son attitude recueillie, montre qu'elle a compris l'appel du maréchal Pétain demandant aux Français de se dresser contre les complots de l'étranger. Et en représailles, 50 otages, juifs, sont désignés pour être fusillés. Parmi eux, Joseph Haïm, un petit commerçant sans histoire. Prévenu de son arrestation, il fuit la ville et s'installe en zone libre, à Saint-Étienne. Sa femme, sa fille et son fils Victor, âgé de 5 ans, quittent Nantes quelques mois plus tard et traversent la zone occupée d'ouest en est. Ils passent par Tours, Bourges, pour se rendre à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. C'est là qu'ils espèrent franchir la ligne et retrouver Joseph. Quel était le sentiment de ma sœur et mon sentiment? C'est qu'on allait revoir mon père et qu'il nous envoyait des cartes postales et nous, on lui envoyait des cartes postales. Et donc, ce père absent, on avait hâte de le revoir. Donc, c'était notre seule préoccupation. Mais nous, enfants, c'était un peu l'aventure. On allait à la campagne, on allait traverser les champs, on allait voir des vaches. J'ai le souvenir que ça ne m'a pas angoissé ni traumatisé. Les Allemands montaient dans les trains, vous demandez vos papiers. Donc, on s'appelait Haïm et on a gratté le tréma, on a ajouté E, accent aigu. Nous sommes devenus Aimés. C'est un beau nom, avec le H qui est resté. Munis de leurs faux papiers, Victor et sa famille descendent du train à Chalon-sur-Saône et franchissent la ligne à travers champs, avec l'aide d'un passeur. Avant d'atteindre la zone libre, ils doivent traverser une sorte de no man's land où le danger est permanent. Et c'est là que tout à coup, on a vu 2 Allemands, 2 soldats, avec un berger allemand, et qui disent « Halt ». Et ma mère s'arrête, on s'arrête, et aussitôt, la première question, les Allemands disent à ma mère « Papier ». Et donc, ils regardent les papiers et disent « Pourquoi vous êtes là ?» Alors, ma mère dit « Ma fille, là, elle la montre, elle tousse, malade, il faut grand air, respirer, tout ça. » Alors, ils écoutent, et ma mère me l'a dit après, elle commence à avoir une peur panique, quoi. Ils disent, ils vont pas nous lâcher. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un paysan qui arrive à bicyclette. Elle se tourne vers cet homme et, tournant le dos aux Allemands, elle lui fait un clin d'œil, comme ça, pour bien lui dire, je vais vous raconter un baratin, mais il faut être complice. Elle lui dit, monsieur, vous connaissez monsieur Jailloux? C'est une maison blanche avec des volets verts. Et l'homme, ce vieil homme, dit, mais bien sûr, madame, il n'y a pas de problème, je vais vous conduire, c'est par là. Et il prend ma mère par le bras, il l'entraîne, et nous, on suit notre maman. Il dit à ma mère, vous avez sans doute le passeur qui va revenir et qui va vous dire ce qu'il faut faire. Et le passeur, à bicyclette, nous a dépassés et nous a dit « Courez, courez vite, il y a une patrouille qui arrive.
courez vite et entrez dans la ferme que vous verrez à la lisière de la forêt. Entrez dans cette ferme, elle sera allumée. Courez. Alors on s'est mis à courir. Et on a couru comme des dératés. On a vu cette ferme. La porte s'est ouverte. Dès qu'on est entré dans la ferme, ils ont éteint la lumière. Ma mère s'est évanouie. Victor et sa famille sont en zone libre. Enfin. Le lendemain, ils partent pour Saint-Étienne et Victor retrouve son père, devenu lui aussi Monsieur Aimé, avec un H. Pour le maréchal Pétain, c'est la consternation. Aider les Allemands à pourchasser les Juifs en zone occupée a donc une conséquence aussi inattendue qu'intolérable. Les Juifs affluent en zone libre maintenant. Alors pour empêcher cela, il y a un moyen disponible. C'est la ligne de démarcation. Plutôt que de chercher à la supprimer, il faut la conserver à tout prix pour en faire un outil répressif. Un mur infranchissable. Un filet pour ramasser tous ceux qui essaient de la traverser. De nombreux Israélites étrangers en provenance de la zone occupée franchissent clandestinement la ligne de démarcation. Pour mettre un terme à cette situation, des instructions très strictes ont été données au préfet, les invitant d'une part à renforcer la surveillance de la ligne de démarcation, d'autre part à appliquer aux intéressés des mesures très sévères, comportant notamment leur internement. De récentes décisions ont en effet créé et organisé une police spéciale chargée de la sécurité du territoire. Cette nouvelle police, dont le recrutement tient compte à la fois des valeurs morales, intellectuelles et physiques, est jeune, ardente, patriote et prête à tous les sacrifices. La police de Vichy reçoit donc l'ordre en décembre 1941 d'interner les Israélites étrangers qui tentent le passage. En réalité, ce sont bien tous les Juifs, quelle que soit leur nationalité, qui sont visés. La folie répressive de la police française et des troupes allemandes n'aura bientôt plus de limites. Jean Chauvin, le dessinateur de Tours en zone occupée, âgé maintenant de 17 ans, écrit le 31 mai 1942 : Désormais, les Juifs porteront un signe distinctif. Une étoile jaune sur la poitrine. C'est la dernière invention des Allemands. Ils ont de moins en moins de liberté et sont de plus en plus en danger. Ce n'est pas de leur faute pourtant s'ils sont juifs. Une nouvelle réalité monstrueuse, que Jean photographie aussi, malgré l'interdiction des Allemands. Cette jeune fille, assise sur ce banc, ignore évidemment que les dignitaires nazis ont décidé de mettre en place la solution finale quelques semaines plus tôt, en janvier 1942. Elle ne peut donc pas savoir qu'une arrestation sur la ligne de démarcation, c'est désormais la première étape de la déportation vers les camps de la mort. La première étape de l'extermination. À Paris, au 14 de la rue de Lettres, dans le quartier de Ménilmontant, Henri Ostrowiecki, âgé de 5 ans, est au lit ce matin du 16 juillet 1942. Il a la rougeole. Je suis réveillé, et surtout réveillé en sursaut, par deux mots, ouvrez police. Et après, ma mère est allée ouvrir, était en robe de chambre, et là, j'ai vu, du lit dans lequel j'étais, trois hommes, 2 en uniforme de la police parisienne et un en civil. Celui qui est en civil donnait des ordres aux 2 autres, comme quoi il fallait faire vite, très vite. Et donc, ma mère s'est habillée rapidement. Ce dont je me souviens, c'est le bruit « Ouvrez police ». Ça a été gravé immédiatement et ma vie a basculé à ce moment-là. Organisé par le régime de Vichy à la demande des Allemands et exécuté par la police française, la plus grande rafle de l'histoire de l'occupation vient de débuter à Paris. La rafle du Vélodrome d'hiver. Près de 13 000 Juifs sont arrêtés ce jour-là et le lendemain. Parmi eux, Henri et sa maman. Le petit garçon ne sait pas où est son père, arrêté l'année précédente. À quelques rues de là, Lucienne est également raflée, aussi avec sa mère. Son père et son frère cadet ont pu se cacher dans les combles de leur immeuble. Les 2 femmes sont emmenées dans un parking près du métro Pyrénées.
Il devait être vers les 9 h et on voyait les gens arriver. Et devant, on voyait déjà des bus. C'était ces fameux bus qui sont allés au Veldiv quand il y a eu cette rafle. Et on voyait des gens, c'était terrible parce que on voyait le tempérament de chaque personne. Des gens qui hurlaient et d'autres, je me souviens d'un monsieur qui était assis par terre avec 2 enfants. Il avait un pot de confiture et du pain. Il leur tartinait du pain. Il était dans l'acceptation. Honnêtement, je ne me rendais pas compte. Je me rendais compte que ma mère était là, était forte. Et je ne sais pas, j'étais avec ma mère. Et alors, à chaque moment, il y avait le haut-parleur qui disait « Dépêchez-vous, montez dans les bus, il y aura du lait pour les enfants. » Ma mère, elle avait déjà vécu une expérience avec mon frère. Elle me disait « On a le temps d'y aller au bus, reste là. » Alors que Lucienne et sa mère attendent dans leur parking, chez Henri, les événements s'accélèrent. Un des policiers prend le petit garçon dans ses bras et l'emmène avec sa maman square Sorbier, en haut de la rue de Ménilmontant. Beaucoup d'autres familles juives du quartier y sont déjà, pour être embarquées au Veldiv. Et j'ai vu ma mère, et dans mon souvenir, elle montait dans une espèce de fourgon, on dirait un panier à salade, où il y avait un escalier métallique. Je revois son regard, et là, il y a un phénomène un peu curieux. J'avais l'impression d'être dans une bulle de silence. Et il devait y avoir des cris avec des dizaines ou des centaines de personnes autour de moi. Et pour moi, je l'ai vécu comme étant un moment d'isolement entre elle et moi. On était fascinés, elle par moi et moi par elle. Et elle tournait la tête vers moi. Et elle a disparu. Et ensuite, dans mon souvenir, il y a un rideau qui tombe. Sa mère est directement internée à Drancy, en banlieue parisienne. 90% des Juifs déportés de France transiteront par ce camp avant d'être envoyés en Allemagne ou en Pologne. Henri, lui, est conduit par la police à l'hôpital Rothschild pour soigner sa rougeole. C'est le seul établissement parisien autorisé à accueillir des Juifs. Que va-t-il devenir, ce petit garçon de 5 ans qui est seul maintenant? A-t-il la moindre chance de franchir la ligne de démarcation et d'atteindre la zone libre? De leur côté, Lucienne et sa mère sont miraculeusement libérées par un inspecteur de police qui les laisse quitter le parking et rentrer chez elles. Il vient de leur sauver la vie. 2 jours après, sur le boulevard de Belleville, évidemment, j'avais mon étoile jaune encore. Parce qu'on n'avait pas encore compris qu'il ne fallait pas la garder. Et l'inspecteur de police qui m'avait laissé sortir, il était avec un groupe d'autres inspecteurs et il me voit. Il s'est approché de moi, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas encore quitté l'appartement? Faut partir! Vous êtes en danger. » Et puis à partir de là, il a fallu trouver un passeur. Et comment trouver un passeur? 15 ans et demi... je peux pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis j'ai une étoile quand je sors. De nationalité polonaise, ses parents risquent une nouvelle arrestation à tout moment. Alors ils se cachent en banlieue. C'est à Lucienne que revient l'immense responsabilité d'organiser la fuite de toute la famille. Les Mandelbaum ne sont pas les seuls à vouloir s'échapper. Par son ampleur sans précédent, la rafle du Veldiv entraîne un véritable exode vers la ligne de démarcation. Au même moment, à Dijon, un drame frappe la famille de Jean. Le 21 juillet 1942, René, son grand frère, est arrêté par une patrouille allemande au pont de Navilly. Le jeune homme, qui vient d'avoir 17 ans, faisait passer la ligne de démarcation à une quinzaine de personnes. Le 25 juillet, à 6 h du matin, la Gestapo débarque, 43 rue Saumaise. Ils sont rentrés, ils ont toqué. Je dormais dans la salle à manger et ma mère dormait dans une chambre au fond de l'autre côté. Mon père, comme il était malade, avait sa chambre de l'autre côté aussi. Donc ils ont envahi,
Ils l'ont interpellé dans ces coins-là. Moi, ils m'ont pas touché. Il n'y a pas eu d'éclat, il n'y a pas eu de bagarre. Moi, je n'ai pas le souvenir de quoi que ce soit. Le jour de l'arrestation, il y avait un prisonnier qui était dans notre grenier. Donc, les toilettes étaient dans les escaliers en dehors de l'appartement. Donc, j'ai dit, je vais aux toilettes. Bon, ben, les teutons m'ont laissé passer. Et puis là, je suis monté, puis je lui ai dit, surtout, tu bouges pas. Hein, pas de bruit, tu bouges pas. Si tu entends du monde ou des gens qui parlent, ben, tu t'écrases, tu dis rien. Il bougeait pas. Hein. Il n'avait pas intérêt. Jean redescend du grenier et assiste impuissant à l'arrestation de ses parents. Quelques heures plus tard, il indique aux prisonniers qu'il n'y a plus de danger. La voie est libre. À seulement 13 ans, il vient de sauver la vie de cet homme. Toute la famille de Jean est entre les mains de la Gestapo. L'adolescent est seul maintenant. À Paris, Lucienne a trouvé, grâce à l'aide de l'une de ses tantes, le moyen de franchir la ligne de démarcation, dans un camion de livraison de viande. À la mi-août 42, c'est enfin le départ. C'était un camion énorme. Alors, quand nous sommes arrivés devant eux, ils nous ont dit, voilà, pour les 3/4 du voyage, vous allez être cachés par des rideaux. Alors, c'était des rideaux sanguinolents, puisqu'ils transportaient de la viande. Et quand on arrivera près de la ligne de démarcation, vous verrez ce qu'on fera à ce moment-là. Après plus de 250 km en direction du sud, une fois passé la ville de Bourges, la ligne de démarcation approche. Enfin. Ils nous font sortir de derrière et entre les... C'était immense. Enfin, ça avait la grandeur d'un cercueil, parce que c'était un cercueil. Entre des roues, des immenses roues, il y avait de chaque côté le plancher qui s'enlevait et on s'allongeait là pendant le passage de la ligne de démarcation. Et ils ont stoppé, on a entendu parler en allemand, on a entendu les chevaux qui hennissaient, il devait y avoir des chevaux, des cavaliers, je ne sais pas. Et puis on est parti. 5-6 kilomètres après, ils nous font descendre. Lucienne et sa famille sont en zone libre, sains et saufs. Pour le moment. Ils marchent en direction de la petite ville de Saint-Florent-sur-Cher. Et il y a 5 gendarmes qui sont là. Où vous allez? Papier. Alors ils prennent nos papiers et puis ils nous ont emmenés. Quand on est arrivé au commissariat, ils nous ont fait asseoir. Tout ce que vous avez, vos papiers, l'argent, les bijoux, vous sortez tout. Il n'en restait pas beaucoup. Alors, mes parents ont tout donné. Et puis, ils nous ont dit, ben voilà, pour le moment, vous allez rester en résidence forcée. En arrêtant Lucienne et sa famille, les gendarmes appliquent les ordres. Ils font de la ligne de démarcation, ce filet voulu par Vichy pour ramasser tous les juifs qui arrivent en zone libre. Je sous-signais Madame Ostrowiec, née Gutmann, actuellement internée au camp de Drancy, bloc B, escalier 9, chambre 16, et demeurant avant son internement, 14 rue de Lettres... Toujours internée dans le camp de Drancy, la mère d'Henri écrit le 5 août 1942 à sa belle-sœur, Charlotte Ostrowiecki, pour l'autoriser à récupérer son fils. Mais le petit garçon, sous la surveillance de la police, n'a pas le droit de quitter l'hôpital Rothschild. Grâce à l'action d'un réseau d'évasion au sein même de l'établissement, Henri est exfiltré et retrouve sa tante. Quelques semaines plus tard, en Saône-et-Loire, il franchit avec elle la ligne de démarcation. Le passage de la ligne, on a voulu me mettre un mouchoir dans la bouche pour ne pas que je crie. Et j'ai regardé ma cousine en disant non, c'est pas la peine, je ne crierai pas. Donc j'avais conscience du danger dans lequel on était. Je pense qu'un enfant de 5 ans, il perçoit, il capte, certainement il amplifie. On m'a mis des chaussettes sur les chaussures pour ne pas faire de bruit. Donc si on m'a porté, on ne m'a pas porté tout le temps. Est-ce qu'on a marché longtemps? Je n'en sais rien.
Et on me porte et je reçois des gouttes d'eau, il pleut. Et donc je me réveille donc, et j'ai le souvenir d'être allongé sur une banquette. Je suis après que c'était un hôtel. Henri est sauvé. Il vivra avec ses cousins jusqu'à la fin de la guerre, dans un petit village de Corrèze, en zone libre. Pour Lucienne et sa famille, la situation s'aggrave soudainement, en septembre 1942. Si son frère cadet est libéré par les gendarmes, son père est envoyé dans un camp de travail, en Haute-Vienne. Sa mère, elle, est internée dans un autre camp, celui de Douadik, dans la Brenne. Lucienne l'accompagne. On dormait sur des paillasses, hein. Mais il y avait une espèce d'acceptation que moi j'ai ressentie. C'était certainement pas Drancy. Moi, je sortais, mais je faisais pas partie du camp. J'y étais volontairement. Je sortais acheter des pommes parce que je pouvais pas manger autre chose, tellement c'était dégueulasse. On ne savait pas exactement ce qui se passait. On se rendait bien compte que c'était un rassemblement parce qu'il arrivait des gens. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était un camp de... On recrutait les gens pour les déporter. Ça, on ne le savait pas. Le camp de Douadik sert en effet à l'automne 1942 de centre de regroupement des Juifs, arrêtés sur la ligne ou dans l'Indre par les autorités françaises, avant d'être envoyés à Drancy. Ces images du camp, réalisées par Jeanne Billard, une jeune infirmière, sont postérieures au séjour de Lucienne et sa mère. Tournées entre avril et juillet 1943, elles sont uniques. Ce sont les seules bobines amateurs connues à ce jour, montrant l'intérieur d'un des très nombreux camps de Vichy. Durant cette période, le quotidien reste difficile, bien que le ravitaillement se soit amélioré. Ces sourires, ces danses d'enfants, ces moments de vie, apparemment insouciants, surprennent, interrogent. Jeanne Billard a fixé, comme dans un film de famille, le souvenir des rares moments heureux de la vie d'un camp de Vichy, mettant parfois en scène les internés et le personnel d'encadrement, comme c'était à l'époque fréquent dans les films amateurs. Nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui sourient sur ces images ont été plus tard déportés et assassinés dans les camps de la mort. Lorsqu'elles sont internées à Douadik, à l'automne 1942, Lucienne et sa mère peuvent subir ce sort à tout moment. « 8 novembre 1942. Les troupes anglo-américaines débarquent sur les côtes marocaines et algériennes. C'est un des tournants majeurs du conflit mondial. En prenant pied sur la rive sud de la Méditerranée, les Alliés se rapprochent de l'Europe. 3 jours plus tard, Hitler prend une décision radicale. In den Morgenstunden des 11. November an der deutsch-französischen Demarkationslinie. 7 Uhr. Auf Befehl des Führers treten deutsche motorisierte Verbände den Marsch durch das unbesetzte Frankreich zur Mittelmeerküste an. Quand ils ont passé la ligne en 1942, ils étaient prêts avec mon père à aller labourer là, les terres qui sont de l'autre côté de la route, là. Et nous étions en train d'atteler nos bœufs. J'ai entendu un ronflement. C'est important, qu'est-ce que c'est que nous sommes sortis? On a dit, les Allemands. Deutschland beantwortet damit den englisch-amerikanischen Überfall auf französisch Nordafrika und kommt der geplanten Feindlandung an der südfranzösischen Küste zuvor. Ils sont arrivés, un gars est descendu, un officier est descendu,
Il a levé la barrière et il s'est adressé à moi. Il me dit, nous venons de la part du maréchal Pétain pour défendre la France. Et il a fini de lever la barrière et les camions sont passés. Les Français ne sont évidemment pas dupes de la propagande allemande. Ils savent que les troupes nazies ne poursuivent qu'un seul objectif en envahissant la zone libre. Protéger le Troisième Reich contre une future attaque alliée pour libérer l'Europe. Et ils voient aussi que l'arrivée des Allemands n'entraîne pas la suppression immédiate de la ligne de démarcation. André Goupil, le vétérinaire et passeur dans la Vienne, raconte. Les douaniers n'en continuèrent pas moins leur patrouille. Ils firent d'ailleurs toujours quelques arrestations parmi les passages. Et cela malgré la présence des soldats allemands de chaque côté de la ligne. Les Français doivent attendre encore plus de 3 mois pour voir la ligne disparaître définitivement. C'en sera alors fini des postes de contrôle et des Ausweis. La vie quotidienne retrouvera enfin une certaine normalité. Vichy s'empresse de présenter l'événement comme un grand succès politique. La ligne de démarcation établie depuis l'armistice n'est plus, à partir du 1er mars, un obstacle au voyage même privé, aux coups de téléphone, à l'échange de lettres. Les cartes interzones ne sont plus. La France recueille les substantiels résultats de sa collaboration à la lutte contre le bolchevisme, reconnue ainsi par le Reich. Mais comment le maréchal Pétain peut-il espérer convaincre? Sans ligne de démarcation ni zone libre, plus rien ne justifie son pouvoir. Son autorité disparaît. Si l'occupant conserve les 2 zones, dénommées à présent zone nord et zone sud, le régime de Vichy est plus que jamais une fiction politique absurde. Déployées sur tout le territoire, les forces nazies font peser une menace permanente. Plus personne n'est à l'abri d'une arrestation, d'une déportation. Avec la disparition de la ligne de démarcation, c'est maintenant une nouvelle étape de l'histoire de la France et des Français dans la guerre qui débute. Une étape tragique parfois, mais une étape décisive. Bientôt viendra le temps des combats menés par les maquisards, les résistants, les défenseurs de la liberté pour la victoire finale. La libération de la France, pour laquelle tant de passeurs devenus résistants risqueront leur vie. Mon père était l'initiateur de ces parachutages et il avait recruté 8 autres personnes dont on était très sûr évidemment. Et il y a eu 2 parachutages dont les codes étaient le Mars vent au poids et venez quand même, on s'arrangera. Et ça, on l'entendait dans le brouhaha de Londres. Et on savait que le lendemain, il fallait au lieu précis récolter les armes. En tenant compte du couvre-feu du soir et du matin, il fallait que le camion aille se planquer avant le couvre-feu et qu'il ressorte plein d'armes au lever du couvre-feu. Les conteneurs, c'était ça les uns dans les autres, c'était comme des grands tuyaux et c'était très lourd. Et les garçons ont dépoté les armes, on regardait ce qu'il y avait dedans, des mitraillettes. Il y avait beaucoup de plastique, on aurait pu faire sauter le département. Et ils les mettaient dans cette cuve. Alors cette cuve est creusée dans le roc. Ça, c'est un ancien pressoir. Et là où le vin marinait, si vous voulez, c'était dans cette cuve. Quand les armes étaient dedans, le maçon murait cet endroit et le décorateur imitait les pierres que vous voyez et patinait les pierres, de sorte que ça ne se voyait pas du tout. Et quand la Gestapo est venue plus tard avec des pics pour sonder notre cave, ils ont sondé à ça de la cloison. S'ils avaient sondé un petit peu plus haut, je ne vous le raconterai pas aujourd'hui. Après ce parachutage,
le père de Monique échappe à la Gestapo et rejoint le maquis. Arrêtée, sa mère est déportée à Ravensbrück. Elle retrouvera Montrichard fin mai 1945. Comme les parents de Monique, André Goupil et sa famille rejoignent la résistance après la suppression de la ligne. Ils sont tous arrêtés en 1944 et déportés. Miraculeusement, ils se retrouveront tous dans leur village de la Vienne à la fin de la guerre. Jean Chauvin met ses talents d'observateur et de dessinateur au service de la résistance à partir de 1944. Après-guerre, il deviendra médecin et restera à Tours. À Dijon, Jean ne reverra pas son frère René, mort dans le camp de concentration de Dora, en Allemagne, le 25 mars 1945. Blanche, sa mère, reviendra de déportation après 33 mois de captivité. Le petit Henri, lui, ne retrouvera jamais ses parents, exterminés tous deux à Auschwitz. Lucienne parviendra à quitter le camp de Douadik avec sa mère en décembre 1942. Toute la famille se retrouvera dans l'Aveyron et y restera jusqu'à la fin de la guerre. Ils retourneront à Paris après la libération. Et la vie reprendra.